Bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Aujourd'hui, je suis avec... Marjorie. Et moi, simplement Jerry. Ça va faire changement. On disait un peu en introduction que ça va faire changement de l'énergie originale. On va voir ce que ça va donner. Je suis convaincu que ça va bien aller, en fait. D'après moi, ça va bien aller. Mais tu sais, aujourd'hui, l'original, il y a comme les veines qui sortent un peu de ses bras. Fait que ça va me manquer. Ça va me manquer parce que c'était des beaux bras. Je regarde ça, je suis comme... Donc, tu disais? Je disais, aujourd'hui, on va vous parler... Écoute, ça, c'est, je pense, un des sujets qui est le plus demandé. pense que oui. Probablement qu'on a commencé le podcast. On ne l'a jamais adressé. C'est le temps de le faire. On va parler de fiducie. C'est vraiment une bonne idée. Je suis vraiment enthousiaste. Le problème, c'est que, comme la plupart des sujets, on pourrait en parler pendant 5 heures ou plus. On va essayer de se restreindre ici puis d'aller à l'essentiel. Je vais faire un effort. Moi aussi. C'est pas juste toi ici. Il y a On moi va faire un également effort, ça va bien se là-dedans qu'il va passer. falloir Mais que c'est je vraiment un m'arrête. beau sujet, les fiducies. Je suis vraiment très contente qu'on en parle aujourd'hui. Là, c'est... Écoute, aujourd'hui, on va rentrer dans tout ce qui est fiducie d'un point de vue code civil, d'un point de vue fiscalité. On va aller partout. C'est ça? Partout. Non. On va essayer de se restreindre un peu plus. Donc, question ouverte. Très large. En premier, pour notre auditoire, qu'est-ce qu'une fiducie? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la base des fiducies? C'est tellement une question large. C'est quoi une fiducie? Dans le fond, quand on regarde notre société autour de nous, on a des individus, donc des humains. Ensuite de ça, il y a un paquet de compagnies. Et il y a des sociétés de personnes, donc il y a des Inc. Après ça, quand on se promène, on voit des SENC, SNCRL sur le bord de la rue. Mais la fiducie, c'est la même chose que la suite logique de tout ça. C'est un véhicule juridique. Donc, elle n'a pas de personnalité morale, mais c'est un véhicule juridique. Donc, tu as les humains, tu as les compagnies, tu as les sociétés de personnes et tu as les fiducies. Donc, c'est un véhicule juridique parmi tant d'autres qui ont été créés en vertu de notre Code civil du Québec depuis 1994. C'est quoi la différence principale entre ce véhicule juridique-là, on va dire, puis une? La plupart de ceux qu'on connaît, c'est une société. Donc, comment est-ce que tu les distingues normalement? En fait, une fiducie, c'est un contrat. C'est un patrimoine d'affectation distinct. Ce n'est pas nous. Donc, c'est comme notre ombre. Donc, on a le véhicule judiciaire qui s'appelle fiducie, puis il est comme l'ombre de son constituant. Donc, si on pense à une compagnie que tout le monde connaît, pour avoir une compagnie, on dépose des statuts de constitution au registraire des entreprises. Et là, en échange, le registraire des entreprises émet un certificat de constitution. La compagnie, elle est constituée. Pour faire la création d'une fiducie, donc ce n'est pas les mêmes mots, mais pour faire la création d'une fiducie, tu as une personne qui s'appelle le constituant. C'est comme un donateur, mais on va l'appeler le constituant pour prendre les mots du législateur. Et là, le constituant, il prend un bien. Donc, ça pourrait être un crayon, tant que le bien, il est déterminé, déterminable, et il le donne. Il le donne à qui? Il le donne à des gestionnaires. Il aurait pu appeler ça des gestionnaires, mais c'était trop compliqué. Donc, on est venu appeler ça des fiduciaires. Et c'est ce qui crée la fiducie. C'est la donation du crayon, à titre d'exemple, du constituant au fiduciaire. Ou pour prendre des mots simples, c'est la donation par un donateur d'un bien meuble en faveur des gestionnaires. Et ça, c'est mis par écrit. Et dans l'écrit en question, ils vont venir pousser la rédaction pour dire le donateur donne le crayon au gestionnaire pour le bénéfice de certaines personnes, de certains individus. Donc, en gros, la grosse différence entre une compagnie et une fiducie, c'est qu'une compagnie, c'est l'État qui le crée, soit le registraire des entreprises, soit Corporation Canada, et ainsi de suite. Tandis que la fiducie, c'est un contrat qui est entre deux types de personnes, des donateurs et des gestionnaires, pour le profit d'une troisième catégorie de personnes qui sont les bénéficiaires. Constituant donne un bien. Oui. Il donne au fiduciaire. Oui. Puis, le bien doit être utilisé pour les bénéficiaires? Leurs bénéfices, oui. Pour leurs bénéfices. Donc, dans le fond, la fiducie, en vertu de l'article 1260 du Code civil, c'est un patrimoine d'affectation distinct. Donc, quand mon constituant donne mon bien en faveur de mes fiduciaires, le bien en question, que ce soit un lingot avec un numéro de série ou que ce soit un crayon avec un numéro de série, tant que c'est un bien qui est identifiable,
constitue le patrimoine. Et là, ce patrimoine-là, c'est la base. Et là, ce patrimoine-là, il va fructifier, il va grossir et les profits de ce patrimoine-là vont appartenir, ils sont pour le profit des bénéficiaires. OK. Donc, il y a toujours 3 types d'acteurs dans une fiducie. Toujours. Donc, c'est pour ça que quand on regarde des podcasts sur le sujet, quand on regarde des cours, quand on regarde dans les livres universitaires, on voit tout le temps des triangles. Pourquoi? Parce qu'en haut du triangle, tu as le donateur qui donne en faveur des gestionnaires, des fiduciaires, qui, eux, le gèrent. Pourquoi? Pour le profit des bénéficiaires. Donc, c'est pour ça que c'est représenté par un triangle, parce que tu as 3 types d'acteurs dans la création d'une fiducie. Je sais que le crayon, c'est une caricature, là, mais comment est-ce que je fais pour faire en sorte de faire grossir la valeur du crayon au bénéfice des bénéficiaires? En fait, ça, c'est oui, en fait, le crayon, c'est une caricature, mais oui et non. Parce que le crayon a une valeur. Comme le crayon que j'ai entre les mains, il peut avoir au moins une valeur de 1 $. Donc, si je crée ce document, c'est physique, c'est un geste concret. Donc, je donne, le donateur donne le crayon et le crayon devient le patrimoine de la fiducie, au même titre que la maison d'une personne fait partie de son patrimoine. Donc, le concept de patrimoine, c'est ce qu'on possède. Et généralement, les fiducies vont avoir un livre des minutes dans lequel on va venir glisser le crayon. Là, on a un crayon parce qu'on est entre les mains, mais ça aurait pu être un lingot. Normalement, c'est un lingot de 1 once qui a un numéro de série dessus. Comme ça, il est déterminé, il est déterminable. Et si on veut aller plus loin avec notre acte de fiducie, tel que prendre des actions dans une société ou quoi que ce soit, la fiducie, on peut même venir jusqu'à la publier dans les registres gouvernementaux, le RDPRM, pour vraiment que sa création puisse être opposable aux tiers. Et là, à ce moment-là, notre crayon, là, il y a vraiment, notre lingot a vraiment quelque chose de très concret parce que son numéro de série, on vient l'écrire dans tous les documents pour l'inscrire au fameux RDPRM. Ensuite de ça, on vient le mettre dans le livre minute de physique, dans le fond, dans le compte de banque de la fiducie. Donc, ça devient très, très concret, notre crayon, là, ou notre lingot avec un numéro de série. Puis quand tu parles c'est un patrimoine distinct, oui. Est-ce que je comprends bien si je dis, moi, je suis évidemment une personne physique, j'ai des trucs qui m'appartiennent, on va dire un compte de banque et tout, mais si je suis soit le fiduciaire, soit le constituant, soit le bénéficiaire d'une fiducie, les biens qui sont détenus par la fiducie, c'est ses biens à elle, puis ils sont absolument pas les miens. À toi. C'est vraiment un patrimoine d'affectation distinct qui est créé par le constituant en faveur des fiduciaires au profit des bénéficiaires. C'est vraiment les termes que le Code civil utilise. Et évidemment, la fiducie, elle peut être de plusieurs types. Donc, elle peut être testamentaire, elle peut être non testamentaire et elle peut être commerciale, elle peut être d'utilité privée. Donc, il y a plusieurs nuances dans les sortes de fiducies. Au même titre qu'il y a plusieurs sortes d'humains, il y a plusieurs types de compagnies. Donc, la même variété peut s'appliquer au niveau des fiducies. OK. Pour les fins de ce podcast, du balado, on va se limiter à quel type de fiducie? Parce qu'on a mentionné plusieurs, là, des fiducies commerciales, des fiducies... mais vraiment, je ne me rappelle même plus. De quelle fiducie on va parler spécifiquement aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des fiducies non testamentaires, donc pour des personnes vivantes, donc entre vifs, d'utilité privée, donc qui sont essentiellement des fiducies familiales discrétionnaires que les entrepreneurs chérissent pour ce qu'elles puissent leur apporter. Donc, c'est ce qu'on va cibler aujourd'hui. Parfait. Je vais déroger du script déjà. Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur aurait avantage ou non à avoir une fiducie dans sa structure? Puis, premièrement, est-ce que c'est la fiducie de l'entrepreneur? Parce qu'on entend souvent ça, je ne suis pas sûr que c'est très exact comme... Quand on dit que c'est la fiducie de l'entrepreneur, c'est faux. La fiducie, c'est un patrimoine d'affectation distinct. Donc, elle est autonome de sa propre existence. Donc, elle n'est pas la fiducie de l'entrepreneur. Généralement, la raison pour laquelle on réfère à la fiducie de l'entrepreneur, c'est que le véhicule juridique peut être utilisé par les entrepreneurs pour la détention d'actions dans une compagnie. Donc, la fiducie familiale discrétionnaire va régulièrement détenir des actions dans une compagnie. Le pourquoi qu'on veut avoir une fiducie dans une compagnie, il y a plusieurs raisons.
Il y a la première raison, c'est que la fiducie peut être utilisée dans le cadre de la déduction sur le gain en capital. On pourra revenir sur chacune des raisons, mais la fiducie peut être utilisée dans le cadre de l'utilisation de la déduction sur le gain en capital. La fiducie peut être utilisée également pour purifier l'entreprise, pour s'assurer que la compagnie opérante reste une compagnie opérante. Ensuite de ça, la fiducie, elle ne meurt pas. Il y arrive autre chose. Il y a des présomptions fiscales qui s'appliquent à la fiducie, mais la fiducie, elle ne meurt pas avant vraiment un très, très long délai parce qu'elle a une existence maximale de 100 ans. Donc, ce qui est possédé par la fiducie n'est pas possédé par l'humain. Donc, si jamais mon actionnaire décède puis que la fiducie détient les actions dans la compagnie, ce qui est détenu dans la fiducie, il n'y a pas d'impôt présumé au décès. La fiducie, elle n'est pas morte. Donc, il y a un report d'impôt. Il y a l'application de la déduction sur le gain en capital. Ensuite de ça, il peut aussi y avoir, si les membres de la famille sont impliqués dans l'entreprise, elle peut servir à répartir les revenus parmi les membres d'une famille. Donc, d'un point de vue entrepreneurial, il y a vraiment de nombreuses utilités au niveau fiscal. Là, j'en ai nommé 3-4, j'aurais pu en nommer 10. OK, tu as nommé certains avantages, mais aussi des concepts sous-jacents à chacun des avantages. Oui. On va en sélectionner un en particulier. La déduction pour gain en capital. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? En fait, ce que je veux dire, quand une compagnie existe, elle émet des actions en faveur d'un actionnaire. Ces actions-là, si elles se qualifient d'actions admissibles de petites entreprises, lorsque la personne qui les détient les vend, elle va pouvoir profiter d'une déduction qui s'appelle la déduction pour le gain en capital. Donc, elle va avoir une déduction qui va venir annuler les impôts qui pourraient être payables sur le premier 1 250 000 $. Pour que ça arrive, il y a plusieurs conditions qui doivent se passer. La première, la personne qui détient les actions doit être un particulier. Donc, quand on regarde la définition à 110.6, il est écrit « un particulier ». Puis là, je t'ai dit que la fiducie était utile pour la DGC. Puis là, j'ai de te dire, ben non, il faut que ça soit un particulier. Mais c'est parce que la fiducie, elle est présumée être un particulier aux fins fiscales, mais en plus, c'est pas elle qui va utiliser la DGC. La déduction pour le gain en capital, elle va attribuer le gain en faveur de ses bénéficiaires. Donc, si dans ma société, la fiducie, elle est actionnaire, puis qu'elle vend les actions, puis qu'elle génère un gain de 10 millions, bien, elle peut faire une attribution de capital en faveur des 10 bénéficiaires. Et là, chacun des bénéficiaires va pouvoir prendre la déduction sur le gain en capital et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impôt à payer. Donc, par contre, on revient un pas en arrière, il faut que mes actions se qualifient. Donc, elles doivent être détenues par un particulier, mais via la fiducie, il y a un mécanisme que je peux attribuer mon gain en capital aux bénéficiaires. Donc, le critère de particulier est rencontré. Ensuite de ça, il faut que ça fasse au moins 24 mois que les actions soient détenues par la fiducie, sous réserve de certaines exceptions qu'on ne parlera pas aujourd'hui. Mais mettons, le critère général, 2 ans. Ensuite de ça, il va y avoir des critères corporatifs. Donc, c'est pas vrai que j'opère une business puis que j'ai 1 250 000 d'argent libre d'impôt. Il y a des critères dans la société. La compagnie, au niveau des tests d'actifs, la journée de la transaction, elle doit de vente d'actions, 90 % des éléments d'actifs dans la compagnie doivent servir à exploiter la business. Sinon, c'est les 24 mois avant, c'est 50 % des actifs qui doivent servir à exploiter la business. La raison pour laquelle on fait référence à une fiducie de Monsieur Machin ou de Madame X, c'est parce que généralement, les fiducies sont mises en place dans un cadre de planification successorale de notre entrepreneur ou d'entrepreneureux. Et ça fait en sorte que on va avoir un entrepreneur, une personne d'affaires qui détient une partie des actions. Et là, la fiducie va détenir une autre partie des actions. Donc, c'est très rare que la fiducie arrive comme un cheveu sur la soupe tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on fait référence souvent à la fiducie de Monsieur ou Madame Machin. Quand j'enregistrais le podcast sur les dividendes, je pensais que c'était compliqué. Là, je suis sûr. Mais non, mais en fait, la fiducie, c'est super simple. Il faut se dire que c'est un patrimoine d'affectation distinct. Donc, c'est pas un particulier, c'est pas une compagnie, c'est pas une société de personnes. Okay. C'est un patrimoine. Ça existe, point. C'est un patrimoine. Dans ce patrimoine-là, j'ai des gens qui le constituent, une personne qui le constitue, j'ai des personnes qui le gèrent et j'ai des personnes qui en bénéficient. Oui. Quand elle est créée, dans l'acte de création, il est écrit que le donateur
donne un bien pour le bénéfice des personnes dont elle est bénéficiaire. Donc, c'est pour ça que généralement, c'est pas le comptable qui va faire la création de la fiducie, ça va être un membre de la famille. Parce que s'il dit spécifiquement que c'est pour le bien des personnes qui y sont, bien que le comptable, il vous aime profondément pour le paiement des honoraires, il veut pas nécessairement que l'argent aille... Non, OK, je m'excuse. C'est correct, c'est correct. Je vous ai entendu vous plaindre des avocats 2 fois, donc il faut bien que je relance un peu. Mais... On parle pas le compteur à la minute, nous, hein? Ah, OK. Bon, à tout événement. Donc, j'ai mon constituant qui est généralement un membre de la famille qui veut vraiment le bien-être. Oui. Puis là, il veut tellement le bien-être qu'il dit, moi, ce patrimoine-là, tout ce qui va être dedans, qui va fructifier, OK. va aller pour le bénéfice des personnes qui en sont bénéficiaires. Donc, il pourrait éventuellement, si ma fiducie est actionnaire puis qu'elle reçoit des dividendes, ben, je peux les attribuer aux bénéficiaires. C'est pas la fiducie qui le garde. Elle va l'attribuer. Donc, c'est comme Post Canada. OK. Donc, ça devient vraiment un beau véhicule de détention. Donc, d'action. si je mets ça dans... On est moi un peu plus de comptable. On est plus simplet, tu vois. La fiducie, oui, elle est constituée. Elle a utilement ses actifs à elle, ses biens à elle. Puis parmi ça, elle peut prendre ses actifs puis acheter des actions d'une compagnie, une société. Oui, Société par après, action. si exemple, une personne externe a fait un prêt de 200 $ à la fiducie, elle peut prendre ce 200 $-là et demander par avis de souscription à recevoir des actions dans une compagnie. Oui. OK. Elle peut prendre l'argent qu'elle a, acheter des actions d'une compagnie. Oui. Comment elle obtient de l'argent? Par un prêt de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai compris. C'est la majorité, où elle pourrait recevoir un dividende d'une autre société, mais généralement, le prêt est la façon la plus facile pour que la fiducie ait l'argent. Donc, elle achète des actions d'une société. Oui. La société, elle est une société active. Là. Oui. Toutes les actifs de la société, on pourrait dire, c'est un cabinet d'avocats. Tiens. Une société qui opère un cabinet d'avocats. Puis, les seuls actifs qu'il y a dedans, il n'y a pas vraiment d'investissement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'actifs excédentaires, il n'y a pas de cash qui traîne là-dedans. Elle est active. Le cabinet est vendu au bout de, plus tu me disais, plus que 24 mois, donc plus que 2 ans. Donc, le cabinet d'avocat est vendu à quelqu'un d'autre, à un autre avocat, au bout de 5 ans. L'avocat en question, les actions qui sont vendues, peuvent bénéficier d'une exemption d'impôt de 1,25 million de dollars. Et je peux prendre cette exemption-là puis l'attribuer à chacun des bénéficiaires. Donc, si je vends pour 10 millions puis que j'ai 10 bénéficiaires, il pourrait y avoir pas d'impôt sur une vente de 10 millions? Ça reviendrait à ça. Mais c'est pas vrai qu'il y a 100% pas d'impôt parce qu'il y a quand même des nuances. La première nuance, ça s'appelle l'impôt minimum de remplacement. Parce que au Canada, l'ARC, Revenu Québec, ils veulent que l'impôt soit payé sur tout. Donc, si tu reçois trop d'argent puis que tu prends une grosse déduction qui fait en sorte que tu ne payes pas d'impôt, ils vont dire, ben, peut-être que tu as une déduction qui fait que tu n'en payes pas, mais moi, je vais te charger un impôt minimum. Donc, ils vont venir imposer de façon minimum un certain revenu. Mais cet impôt minimum-là, il va pouvoir être récupéré. Donc, si le bénéficiaire prend la déduction sur le gain en capital, il y a un petit impôt minimum qui lui est chargé. Dans les 7 années qui suivent l'utilisation de la déduction sur le gain en capital, il va pouvoir le récupérer dans ses impôts sur les impôts futurs qu'il aurait à payer. Donc, si l'année d'après, parce qu'il a vendu son entreprise, il sort 150 000 de REER parce qu'il veut payer un gros voyage, mais au lieu de payer de l'impôt sur le 150 000 de REER, dans le fond, il va avoir le mécanisme de compensation avec l'impôt qu'il n'aurait pas dû payer, qui est l'impôt minimum. Mais sous réserve de cette nuance-là, puis elle est technique, la nuance, mais je juge importante de la porter à ton attention parce que elle est souvent oubliée. Donc, les gens, ils disent « Hey, je vends ça libre d'impôt. » Non, il y a des petites nuances. Et l'autre nuance qui est hyper importante, quand on attribue l'argent en faveur d'un bénéficiaire, il doit le garder. Donc, si j'envoie 1 million en faveur d'un bénéficiaire enfant majeur, en faveur d'un conjoint, ce montant d'argent-là, il doit le garder. Mais où est-ce que ça devient encore plus intéressant? C'est qu'il est obligé, dans le fond, à mon bénéficiaire, je lui envoie que la portion imposable du gain en capital. Donc, l'argent sur la portion non imposable, j'ai le droit de l'attribuer à mon monsieur Machin, qui était mon actionnaire principal. Donc, si mon monsieur Machin possède 1 million, il vend son 1 million. Et là, la fiducie, elle a une valeur de 10 millions sur ses actions et qu'elle vend le 10 millions,
et qu'elle attribue 10 fois à 10 bénéficiaires parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'enfants. Je m'en ai dit beaucoup de conjoints. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Mais la fiducie permet l'inceste fiduciaire parce qu'on peut avoir... La définition de conjoint fait en sorte qu'il peut avoir un conjoint de fait et un conjoint marié. Donc, une personne non divorcée, d'un point de vue fiduciaire, peut avoir 2 conjoints. Donc, bref, mettons... Je sais pas si c'est de l'inceste fiduciaire, mais je pense que c'est la bigamie fiscale. Oui, en fait, ouais, c'est vrai, pardon. Ouais. Donc, donc, on a les 10 personnes qui reçoivent l'argent. On pourrait leur attribuer que le gain en capital imposable et la portion non imposable le retourner à notre actionnaire principal. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour toutes les personnes impliquées. Okay, concrètement, je vais le mettre. Je pense que je vais mettre tout ça en chiffres. Gérard. Oui. Vend des... excuse-moi. C'est ma fiducie qui détient les actions. C'est pas moi. Fiducie familiale Gérard. C'est la fiducie familiale Gérard qui détient les actions. Oui. Comme tu disais, j'ai plusieurs conjoints. Bon. Écoute, pas sûr que ma femme serait contente, mais c'est ça. Plusieurs conjointes, puis j'ai 2 conjointes. On est 3, 7 enfants au total. Oui. Je vends 10 millions, où il y a du gain en capital de 10 millions dans ma fiducie. Oui. 10 millions, je peux juste en attribuer la moitié. Donc, je peux prendre 5 millions, le donner à 500 000 à tout ce beau monde-là. Oui. Moi y compris. Si tu ne l'as pas utilisé par ailleurs sur une autre catégorie. Je ne l'ai pas utilisé par ailleurs pour ma catégorie. Normalement, il n'y aurait pas d'impôt, sauf l'impôt minimum de remplacement. Puis, je suis d'accord avec toi, la plupart des entrepreneurs sont surpris quand on leur en parle. C'est rarement dit, mais retenez-le. Informez-vous sur la question. Là, je pourrais te donner 5 millions à tout ce beau monde-là, la moitié. L'autre, je garde l'autre 5 millions, puis il y a 0 impôt. Revenu Québec l'a approuvé et l'Agence du revenu du Canada aussi. Puis il y a 0 impôt pour eux aussi, sous réserve de l'impôt minimum. Oui. Parce que, en fait, c'est logique. Parce qu'à la base, le gain en capital n'est pas un revenu qu'on inclut à 100 % dans nos impôts. C'est un gain. Et dans le fond, il n'y en a que 50 % qui est imposable. Donc, on attribue la portion imposable aux bénéficiaires, puis eux prennent leur déduction sur cette portion-là et ils conservent l'argent, ce qui est important. Et la portion non imposable, je l'attribue à qui je veux. Donc, la fiducie peut vraiment être intéressante quand on pense avoir une belle croissance dans une entreprise, au-delà des autres avantages qu'on a mentionnés, là, absolument. Parlons-en des autres avantages. Je pense que tu as parlé un peu de fractionnement de revenus ou rapport d'impôt au décès. On va parler de le rapport d'impôt au décès. Quand j'ai un actionnaire qui détient des actions dans une société, au moment de son décès, il y a une disposition réputée. Donc, le paragraphe 75 de la loi vient dire que tu es réputé avoir vendu tes actions. Donc, si moi, Marjorie, je détiens des actions dans une compagnie qui valent 1 million, mais que je les ai souscrits pour 100 $ il y a 10 ans, s'il y a un décès, il y a une présomption fiscale. Donc, il va y avoir 1 million moins 100 $ et le montant va être assujetti en vertu du paragraphe 75 à du gain en capital. Si jamais mon époux ou mon mari devenait, dans le fond, l'héritier et qui reçoit les dites actions, il y a une exception. Mais si, à la place, c'est les enfants qui héritent, là, il y a un impôt qui est payable. Si ma structure de détention d'actions, au lieu que ce soit moi qui détienne des actions, c'est la fiducie. Donc, la fiducie possède une valeur de 1 million dans la compagnie, mais Marjorie, elle possède, mettons exemple, juste 100 $ parce que j'ai des actions votantes. Mais moi, quand je décède, 100 $ moins 100 $, ça fait 0. Et le 1 million, comme il est possédé par mon fantôme, par mon patrimoine à côté de moi, mon ombre, il n'y a pas d'impôt au décès. Donc, ça permet vraiment d'avoir un excellent mécanisme de report d'impôt au décès. C'est comme si on s'achetait avec une fiducie, une police d'assurance vie pour ne pas payer d'impôt pendant 21 ans. J'allais dire, tu m'as dit que ça durait 100 ans, une fiducie, fait que je ne paierai pas l'impôt pendant 100 ans. Je veux dire, ma famille, mes descendants, pendant les 100 prochaines années, il n'y aura pas d'impôt sur les actions qui sont détenues par ma fiducie, même si je meurs. Mais il y a 2 choses dans la vie. Hein. Il y a la loi, qu'on doit s'y conformer, qui est le Code civil du Québec, qui nous explique c'est quoi une fiducie dans une 20-30aine d'articles. Et il y a la loi de l'impôt sur le revenu. Et ce qui est mentionné dans la loi de l'impôt sur le revenu vient bonifier, vient clarifier ou vient complexifier le concept de fiducie ou vient ajouter des éléments négatifs, des inconvénients. Un des inconvénients qui est prévu dans la loi de l'impôt sur le revenu au paragraphe 104.4a, c'est que c'est pas 104.4a, c'est juste 104.
Je ne sais plus, je pense que c'est à la fin du paragraphe. C'est comme dans le... En tout cas, bref, 104. 104, paragraphe 4. Je pense que Réginald a introduit une nouvelle tendance dans le podcast. Pour Oui. la crédibilité, Non, on mais parle c'est- d'articles de loi oui, maintenant. absolument. Là. Mais en fait, bon, il y a une présomption au bout de 21 ans Mhm. de sa création que la fiducie, elle est réputée vendre tout ce qu'elle possède. Donc, au bout de 21 ans, si ma fiducie détient des actions qui ont une valeur de 1 million, mais qu'elle a souscrit pour 100 $, ben, je vais avoir un gain en capital à payer. Oui, il peut y avoir des planifications fiscales qui permettent d'éviter le paiement de cet impôt-là. À titre d'exemple, puis c'est vraiment un exemple très, très simple, mais au lieu que la fiducie soit dite discrétionnaire, comme on l'a mentionné qu'aujourd'hui, on parlait de fiducie de nature discrétionnaire, mais au lieu que ce soit une fiducie qui soit discrétionnaire, donc que je peux attribuer mon gain à qui je veux ou que je peux attribuer mes revenus de dividendes à qui je veux, bien, à la place, je viens arrêter les pourcentages. Donc, je viens dire qu'enfants 1 à 7 vont avoir 10 chaque, puis que ancien mari non divorcé va avoir 2 que nouveau conjoint que j'aime infiniment va avoir, là, je ne sais plus à combien je suis rendu pourcent, mais donc je viens arrêter dans le temps la valeur. Ça s'appelle une dévolution irrévocable. Donc, si j'arrive proche de mon 21 ans et que l'acte de fiducie le permet, ça, on va en parler peut-être, là, mais la rédaction de l'acte de fiducie, là, c'est tellement important. Mais si mon acte de fiducie me le permet, j'ai des outils pour éviter de payer l'impôt au 21e anniversaire, dont, à titre d'exemple, de procéder à une dévolution irrévocable. Donc, arrêter les parts des gens au lieu que ça soit discrétionnaire. Donc, je ne peux pas rapporter mon impôt dans 100 ans. Non. Ah. Là, Ouais, généralement, on va le reporter parce que la logique veut, dans le fond, la logique, la politique fiscale derrière ça, c'est de se dire si les actions étaient détenues par un individu, au moment du décès, il y aurait un impôt payable parce qu'il y a une présomption de disposition des biens au décès. Donc, en venant faire une dévolution irrévocable ou en venant attribuer les biens à un individu, je viens, dans le fond, me mettre dans les mêmes chaussures que si je le possédais personnellement, ça reporte l'impôt au moment du décès. Donc, c'est ça la logique derrière cette situation-là. Mais concrètement, du moins, si les actions ou la valeur des actions ne sont plus dans le patrimoine de l'actionnaire, dans mon exemple, c'était moi, là, elles ne sont plus dans le patrimoine de Gérard, au moment où est-ce que Gérard va mourir, il n'y a pas d'impôt, puis ça va aller... Ça sera au moment du décès des bénéficiaires de la fiducie. Ça va absolument là dans les bénéficiaires de la fiducie. Fait qu'on reporte quand même l'impôt d'une génération. Oui, définitivement. Si on lègue à ses héritiers, là, ça se peut qu'on lègue au conjoint à ce moment-là. Oui, absolument. Tout à fait. Lègue. Oui. Si on l'attribue. Oui. Si la fiducie l'attribue au conjoint de Gérard. Oui. Donc, la fiducie, elle est vraiment pertinente pour la déduction sur le gain en capital et elle est très pertinente également pour permettre le report d'impôt. Puis, elle est encore plus pertinente quand on veut penser à du report d'impôt pour une société de gestion. Parce que si je veux reporter l'impôt sur une compagnie, une business, mais on en a parlé, j'ai une déduction d'1 250 000. Donc, disons qu'il y a une majorité d'entreprises qui sont sur lesquelles il n'y aura pas d'impôt sur les actions en raison de la déduction. Mais une compagnie de gestion, c'est toujours imposable. Là. Il n'y a pas de déduction parce que les gens ont mis des économies dans une compagnie de gestion. Donc là, le mécanisme fiduciaire pour permettre le report d'impôt avec une société de gestion trouve toute son importance. Il faut quand même faire attention à certaines règles d'attribution. Ça, je tiens à le mentionner. Là, on a des règles qui nous empêchent facilement de faire ça avec une fiducie. Je pense notamment à, j'aime pas mentionner les articles de loi, mais 74.42, qui est souvent dans nos jambes dans ce genre de absolument, trucs-là. Tout à fait. C'est pour ça que ça prend quand on veut penser à une fiducie qui détient des actions dans une compagnie de placement, disons plus passive, c'est important de regarder mathématiquement c'est quoi les valeurs. Mais généralement, mettons d'un point de vue mathématique, ça peut être intéressant de le faire. Il faut juste s'assurer que ça ne se fait pas mal. Il faut bien le faire. On va aller sur des trucs un peu plus simples. Un entrepreneur qui part son entreprise, qui décide de partir en société, est-ce qu'il devrait penser au jour 1 de mettre en place une fiducie? C'est vraiment intéressant comme question et je me la fais poser régulièrement. Ça dépend. C'est une question de fait. Encore? Oui, c'est une question de fait. Je suis vraiment désolée. Mais c'est quoi les critères à prendre en considération, du moins? Bon, le premier critère, puis qui n'est pas nécessairement fiscal, mais on n'en a pas parlé, mais la fiducie, de toute façon, on en a parlé. C'est un patrimoine d'affectation distinct. Donc, c'est en fait en sorte que la personne qui détient les actions, ce n'est pas notre entrepreneur. Ouais. Donc,
la fiducie peut agir comme excellent véhicule de protection d'actifs. Mhm. Si jour 1, le propriétaire pense que les activités de l'entreprise sont vraiment très risquées, on va mettre de côté tous les énormes avantages fiscaux, puis on va y aller sur les avantages juridiques de protection d'actifs. Donc, ça se pourrait que dans certaines situations factuelles, on mette en place une fiducie jour 1. Donc, ça, c'est la première raison. On pourrait penser à une protection d'actifs. Ensuite de ça, à savoir, c'est quand qu'on la met en place. Si l'entrepreneur, il pense qu'il y a une idée vraiment intéressante puis que la prise de valeur, elle va être grosse et rapide. À ce moment-là, encore une fois, on va venir mettre la fiducie en place dès le début. Comme ça, la fiducie prend la prise de valeur afin de pouvoir envoyer la déduction sur le gain en capital en faveur de tous ses bénéficiaires. Donc, première question, est-ce que l'activité est à risque? Deuxième question, c'est quoi les perspectives de croissance économique de notre entreprise? Ensuite de ça, il faut aussi savoir, est-ce qu'on est dans un contexte de planification successorale, de planification testamentaire, de planification en faveur d'une nouvelle génération? Donc, habituellement, la réponse est non. C'est comme quand on a 25 ans puis qu'on part notre entreprise, généralement, les personnes vont dire, ça va me faire vraiment plaisir de réfléchir à une planification testamentaire et successorale et de transfert d'entreprise quand je vais être rendue là dans 5-10 ans. Donc, il y a aussi une question à savoir, est-ce que la personne veut créer un patrimoine pour elle ou elle veut créer un patrimoine en vue d'une famille, dans le fond, d'une perspective de transfert d'une entreprise. Donc, à la création, on n'est pas rendu là. Donc, le timing n'est pas nécessairement idéal parce qu'on commence par créer l'entreprise, la faire bâtir et après, on fait un transfert. Donc, à la constitution, jour 1, là, ça va être généralement dans des contextes de croissance très, très rapide et ou dans des contextes d'entreprise dans des secteurs d'activité risqués. Et oui, je sais, une compagnie, c'est un patrimoine d'affectation aussi distinct. Puis comme c'est un patrimoine, pas d'affectation, juste distinct, comme c'est un patrimoine distinct, si la compagnie fait un problème puis qu'elle poursuit la compagnie, mon entrepreneur qui est administrateur ne sera pas visé par la poursuite. J'entends. Mais 160. Mais oui, 160, c'est au niveau fiscal, mais mettons au niveau civil, les gens pourraient décider qu'ils lèvent le voile corporatif pour bonne et valable considération. Ils pourraient décider qu'ils attaquent sur la créativité des juristes, elle est infinie. Donc, si on est dans un secteur à risque, la fiducie peut être pertinente dès le départ. Je pense que je vais faire un extrait de ça. La créativité des juristes est infinie. Ça se peut être sûr que ça va revenir souvent, là. Non. C'est fini? Non. C'est sorti? Non. OK, on le coupera au pire, si tu veux. Ah non, mais non. Non, je trouvais ça drôle, les retours. Ben non. Okay. Moi, j'allais l'enlever pour de vrai. C'est pour ça que je faisais ma pause de 5 secondes. Non, je trouvais que l'échange peut être drôle. Je fais ma pause de 5 secondes pour reprendre. Donc, il y a un élément sur lequel j'aimerais amener un peu plus de précision, parce que la plupart des entrepreneurs, même quand ils ont 25 ans, commencent, puis ils sont dans l'état d'esprit avec raison, parce que pour partir d'une entreprise, il faut être un peu fou. Ils commencent avec l'état d'esprit, ils vont faire des millions de dollars en dedans de 2 ans. Puis, ils devraient avoir une fiducie parce que la valeur de l'entreprise va croître de manière fulgurante dans les 3 prochaines années. Puis ça devrait être avantageux. Un élément qui m'arrive souvent de dire lorsque quelqu'un me consulte, c'est faites attention. Constituer une fiducie peut être extrêmement onéreux, mais vraiment cher. On peut parler de facilement, j'aime pas trop dire de chiffres, mais 15 à 30 000 $ dans certains cas. Là. Des fois, ça peut aller très haut. Tu me corrigeras si c'est moins cher dans d'autres situations. Je parle de l'implication des fiscalistes, l'implication des comptables, des avocats. Il y a plusieurs professionnels qui sont nécessaires. Des fois, les évaluateurs d'entreprise, ça dépend. C'est une nouvelle entreprise, on s'entend que ce n'est pas le cas. Quand on part une entreprise, on a besoin de ces ressources-là pour faire croître l'entreprise et non pour payer les professionnels. Donc, c'est un des enjeux qu'il faut prendre en considération. Là, quand il y a beaucoup de monde qui sont enthousiastes à mettre des fiducies familiales qui vont consulter des fiscalistes, mais c'est onéreux, c'est cher. C'est un processus qui est aussi compliqué. Puis annuellement, après, ça va demander d'être excessivement méticuleux dans la gestion des fonds de la fiducie parce que les avantages qu'on vient de mentionner
C'est-à-dire permettre d'attribuer du gain en capital à d'autres personnes, permettre d'attribuer la plus-value à d'autres bénéficiaires, peuvent facilement être perdus, selon ce que je comprends. Et là là, oui. Parce que il y a une règle qui s'appelle 75-2. 75.2, oui, de son petit nom, mais en fait, c'est parce que je voulais comme... Son nom, c'est la règle du droit de retour. Ouais. Puis la raison pour laquelle on appelle ça la règle du droit de retour, c'est parce que ça crée un Droit de retour. droit de retour. Donc, ce qui arrive, en fait, 75.2, ce que ça vient mentionner, a 2 paragraphes, A et B. Et essentiellement, ce que ça dit, c'est que si une personne qui est bénéficiaire transfère un bien dans la fiducie et que cette personne-là a aussi une capacité de prendre une décision. Donc, elle est fiduciaire. Les fiduciaires, on l'a vu, ont la pleine administration du bien d'autrui dans leur pouvoir. Donc, que le fiduciaire pourrait retourner l'argent au bénéficiaire. Mais à ce moment-là, une fois que le retour est créé, la possibilité infime soit créée, une fois qu'elle est créée pour tout le temps, toujours. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une fiducie avec droit de retour. C'est pour ça qu'on entend le mot contamination. Le plus bel exemple, ou le plus triste, je n'ai pas encore décidé quel était l'adjectif à utiliser, là, mais c'est quelqu'un qui, mettons, on va prendre, au lieu d'être en début d'entreprise, on va se dire, c'est une personne qui est en affaires depuis une dizaine d'années et là, commence à réfléchir pour le transfert de l'entreprise en faveur de sa famille. Puis là, elle se dit, hey, moi, j'ai 3 enfants qui sont impliqués, mais j'en ai un qui ne l'est pas encore. Je ne sais pas s'il va être impliqué un jour. Donc, cette personne-là, ce qu'elle fait, elle met en place ce qu'on appelle une planification de gel successoral. Donc, elle arrête dans le temps sa valeur à elle et elle donne la valeur future à la fiducie. Et là, dans cette planification-là, tout le monde est content. Le constituant, il est heureux de participer à la création de la fiducie. Les enfants, lorsqu'ils le savent, ils sont très enthousiastes de ce transfert potentiel-là de l'entreprise familiale envers eux. Et là, tout le monde signe les documents, c'est la joie. Et là, ils partent avec leur acte de fiducie, leur lingot, et ils arrivent à la banque. Et là, la banque, elle dit, oui, il n'y a vraiment pas de problème, je vais vous ouvrir un compte de banque. Parce que la fiducie, ce n'est qu'un transit. La fiducie reçoit de l'argent et elle doit absolument l'attribuer aux bénéficiaires. Puis ça, je vais juste prendre une parenthèse dans la question, mais si la fiducie garde l'argent, son taux d'imposition, c'est 53,31 %. Donc, la fiducie ne conserve pas l'argent. La fiducie attribue toujours les dividendes, soit en faveur d'une société de gestion, soit en faveur des bénéficiaires. Puis on pourra parler après qu'est-ce qui se passe dans nos attributions, peut-être, ou dans un autre balado. Mais mettons qu'on revient dans le présent balado où j'ai mon monsieur X qui, lui, est super enthousiaste d'avoir sa fiducie, arrive à la banque et là, le commis à la banque lui dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Je vais t'ouvrir ton compte de banque. J'ai juste besoin de 100 $ parce que j'ai un frais de détention minimum d'argent. Mm-hmm. Et là, monsieur machin, fait, ben oui, il n'y a pas de problème. Il prend 100 $ de son compte de banque à lui et met 100 $ dans le compte de banque de la fiducie. Et là, monsieur machin, il est bénéficiaire. Et souvent, l'auteur de mon transfert, donc la personne, l'entrepreneur initial, généralement, il va être fiduciaire. Il n'est jamais seul fiduciaire. Parce qu'il y a des dispositions au Code civil qui exigent qu'il y ait une personne qui ne soit pas bénéficiaire qui soit aussi fiduciaire. Donc, en vertu du 1275 du Code civil, on a toujours notre entrepreneur et une personne indépendante. Mais dans le cas de figure, ici, notre personne qui est entrepreneur vient de mettre 100 $ dans le compte parce qu'elle est trop contente de créer le compte de banque. Mais là, elle est bénéficiaire. Elle vient de mettre 100 $. Et là, cette personne-là, elle est aussi fiduciaire. Donc, l'argent peut retour à mon bénéficiaire. Donc là, mon droit de retour, il vient d'être créé parce que j'étais trop enthousiaste d'ouvrir un compte de banque. Puis là, ben, je ne peux plus faire de fractionnement du revenu avec les membres de ma famille qui sont impliqués. Je ne peux plus attribuer du gain en capital à personne d'autre qu'à moi. Je viens de contaminer ma fiducie. Donc, c'est pour ça que la règle d'attribution du paragraphe 75.2, au-delà de se faire appeler droit de retour, on utilise presque tout le temps le mot contamination. Il y a des remèdes, par contre. Oui, mais malgré tout, c'est facile, comme tu viens de l'exposer, contaminer une fiducie. Chaque dollar qui vont rentrer dans le compte de banque de la fiducie doit être examiné. Absolument. Donc, ça revient à mentionner ce que tu mentionnais que... pardon, je fais du pouce sur ton idée, mais la gestion d'une fiducie n'est pas à prendre à la légère.
Donc, quand on déclare un dividende à la fiducie doit en faire une attribution. Sinon, on va payer notre 53,31 %, ce qui ne nous intéresse pas, et on va l'attribuer. Et cette attribution-là, elle doit aussi être documentée. Donc, oui, il y a des frais juridiques, comptables et d'évaluation possiblement à la mise en place, mais il y a des frais juridiques et comptables à chaque année. C'est pas ça a des éléments négatifs. Là, tantôt, on a parlé de la disposition réputée, mais il y a aussi la gestion de la fiducie qui est en soi négative parce que généralement, on doit être accompagné. Mhm. On doit produire un rapport d'impôt Tout à fait. dans les 90 jours de sa fin d'année. Et la fiducie, sa fin d'année, c'est toujours un 31 décembre parce qu'elle est réputée être un particulier. Donc, comme elle est réputée être un particulier, elle a la même fin d'année qu'un particulier qui est un 31 décembre. Par contre, le délai de production, lui, n'est pas le même, c'est 90 jours. Et là, la loi dit 90 jours de la fin d'année. Elle ne dit pas le 30 mars. Donc, il y a certaines années que ça ne tombe pas le 30 mars, que ça peut tomber. Là, il faut prendre le calendrier et le compter. Donc, la fiducie va avoir des honoraires importants chaque année et les attributions doivent être documentées par écrit. Donc, je pense que c'est souvent le 31 mars, 90 jours, il y a 31, 28 puis 31 la plupart du temps. Mais oui, il y a des années bissextiles, des fois, où des fois, ça tombe tombe la fin de semaine. Exact. Puis il ne faut pas le négliger parce que même s'il n'y a pas d'opération dans la fiducie en question, il y a des règles de production de formulaires d'information, Annexe 15 pour ceux qui sont curieux, qui font en sorte que si on ne les produit pas à temps, même s'il y a eu 0 transaction dans la fiducie, il y a des pénalités qui s'appliquent si les formulaires de divulgation ne sont pas produits. Absolument. J'ai dit divulgation, mais c'est des formulaires d'information parce qu'il y a un enjeu de divulgation aussi au moment, tu en parlais tantôt, là, quand j'ai l'entrepreneur qui vend des actions. Mais non seulement, il y a beaucoup... le point que je voulais amener, c'est non seulement au moment de la création de la fiducie, il y a beaucoup de frais. Annuellement, ça prend beaucoup d'accompagnement, puis il y a nécessairement, plus qu'on a d'accompagnement professionnel, plus qu'il y a des frais à l'entretenir. Au moment de réaliser le gain en capital, il faut être excessivement méticuleux aussi parce que, comme tu le mentionnais, premièrement, moi, je suis un peu créatif puis que je dis, je reviens vraiment avant. Je m'excuse de sauter du coq à l'âne, mais celle-là m'intéresse beaucoup. Je suis créatif, moi. J'ai fait la vente, j'ai attribué mon 5 millions de dollars à toute ma famille. À Noël, ils sont super généreux. Ils sont vraiment généreux. Ma famille, j'ai vendu ma société, ils ont reçu le 5 millions, mais ils veulent me le redonner. C'est fin. C'est fin. Je veux dire, la fiducie, concrètement, la fiducie a pris le 5 millions de dollars, l'a donné à chacun d'entre eux. Ils ont eu 500 000 chaque. Ils sont tellement généreux qu'à Noël, ils m'ont redonné le 500 000 dollars. Puis là, je me retrouve avec mon 10 millions au complet. Pas d'impôt, sous réserve de l'impôt minimum. Ah non, je leur ai laissé assez d'argent pour payer l'impôt minimum. Excusez-moi. Ils se sont gardés assez d'argent pour payer l'impôt minimum dont tu mentionnais tantôt. C'est correct? Non, malheureusement pas. C'est pas correct pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les autorités fiscales sont très curieuses de connaître les situations factuelles comme celles que tu décris. Donc, lorsqu'il y a un retour de la déduction, de l'argent de la déduction sur le gain en capital à la suite d'une transaction en faveur de mon actionnaire principal, donc d'un actionnaire donné initial, dans le fond, chacun des bénéficiaires qui a retourné l'argent doit obligatoirement le dénoncer aux autorités fiscales. Puis s'il ne le dénonce pas aux autorités fiscales, ce retour monétaire-là, les pénalités sont très sévères. On parle de pénalités qui peuvent aller jusqu'à 100 000 $. Donc, et on vous renvoie au podcast de 2024 sur le sujet. Donc, fin de la parenthèse 2024. 2024. Oui, le temps passe vite. 2024. Okay, donc, 2024. Dans le coin de novembre 2024. Donc, ils devront le divulguer aux autorités fiscales. Donc, première raison de ne pas le faire, c'est une planification en divulgation obligatoire. Et dans ce cas-ci, la raison pour laquelle est à divulgation obligatoire, c'est que les autorités fiscales la jugent, toi, tu as utilisé le mot créatif, mais là, je veux dire, dans ce cas-ci, Revenu Québec la juge agressive. Et au-delà de ça, les tribunaux, à 2 reprises, l'ont aussi jugée agressive. Donc, s'il y a un retour d'argent aussi simple que ce que tu viens de mentionner, c'est sûr que ça ne marche pas. Donc ça, on l'oublie tout de suite. On ne peut pas le faire. Même s'ils sont généreux et qu'ils disent c'est correct, là, la fiducie peut gagner de l'argent, mais elle me remettra une promesse de me payer de l'argent. Ça, c'est correct. J'ai pas besoin de rien remplir comme formulaire. Ça, c'est encore plus intéressant. Si
au lieu vraiment que l'argent soit versé à enfant majeur et que enfant majeur reçoive l'argent et fasse un chèque à, mettons, papa qui était entrepreneur, si à la place, la fiducie paye enfant par un billet. Dire, moi, fiducie, je te dois à toi une reconnaissance de dette, prenez le mot que vous voulez, là, mais signe un document juridique pour dire je dois de l'argent à enfant. Mais les autorités fiscales considèrent que si ce billet-là n'est pas réellement payé par la fiducie en faveur de mon bénéficiaire dans un délai de 60 jours, on tombe dans les mêmes présomptions que l'argent a été retourné à mon entrepreneur initial et un formulaire, en fait, de 17 pages, de façon très précise, devra être complété. Et s'il n'est pas complété, des pénalités pouvant aller jusqu'à 100 000 vont devoir être payées. Je pourrais faire plusieurs itérations de mes idées, mais je pense que la réponse va toujours être la même. Les autorités fiscales... Il faut le déclarer. Il faut le déclarer, puis en même temps, en fiscalité canadienne, on est vraiment dans un concept où on veut que à personne égale, on a un traitement fiscal égal. Donc, c'est normal que on ait des véhicules pour favoriser l'entrepreneuriat, des déductions comme la déduction sur le gain en capital. Mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne non plus abusif puis que ça mette des personnes dans des positions qui sont vraiment favorables par rapport à des personnes qui respectent la loi. Donc, il faut quand même respecter la loi dans son intégralité, dans son objet, dans ce que le législateur en donne déjà beaucoup, d'une certaine façon. Les avantages sont nombreux, puis on les a même pas tous mentionnés. Donc, vous aurez compris que je pense que la fiducie est toujours pertinente en 2026, si jamais vous ne l'aviez pas saisie. Mais faut l'utiliser de façon intelligente et à l'intérieur des balises qui nous ont été données par les autorités. Oui, puis le point aussi que je voulais amener, c'est même au moment de la vente, quand on l'a mise en place et tout, il va y avoir une grosse analyse des restrictions sur l'utilisation des fonds. Puis, nécessairement, les professionnels vont vous accompagner là-dedans, donc il y a encore des frais. Absolument. Mais généralement, au moment de la vente, les personnes vont toucher à un produit de disposition, donc ils sont moins critiques ou moins bougonneux quand ils doivent se faire accompagner. Puis, la plupart du temps, ça entraîne une vérification fiscale suite à la vente. Donc, par expérience, pas toujours, mais très souvent, qui, elle aussi, va entraîner d'autres frais. Donc, c'est des planifications qui sont hyper intéressantes d'un point de vue fiscal, qui permettent d'économiser des fois des belles sommes d'impôts, comme je pense comme on l'a démontré, mais qui demandent un accompagnement puis vraiment à long terme. Au moment de la création de la fiducie, tout au long de son existence, au moment de la vente des actions, s'il détient des actions, puis peut-être même après avoir vendu les actions, parce que ça, souvent, il va y avoir des questions qui vont être posées par rapport à ce genre d'éléments-là. C'est normal, ça, je pense qu'on s'entend, mais il ne faut pas que les entrepreneurs soient surpris que ce soit le cas. Non. Il faudrait idéalement qu'ils soient informés au départ de tous ces enjeux-là pour pouvoir un peu prévoir ce qui arrive. Pour moi, ça fait le tour des fiducies. Est-ce qu'il y a des éléments importants et primordiaux que tu voudrais amener? Je sais que tu voulais parler un peu de rédaction de fiducie. Oui, ça sera pour un autre podcast. Ça sera pour un autre balado, je pense. Je permets une phrase. Vas-y. Il y a une distinction. Au niveau du revenu d'une fiducie, la loi dit que la définition de revenu d'une fiducie est celle du Code civil. Et dans le Code civil, il est écrit que du revenu, c'est vraiment juste du revenu de bien, du revenu de bien, là, un revenu gagné. Et donc, si l'acte de fiducie ne prévoit pas de définition pour dire que du capital, du gain en capital, du dividende en capital, dans le fond, c'est du capital dans l'acte de fiducie et vient mettre une définition de revenu et de gain en capital, si ça, c'est pas là, on ne pourra pas attribuer de capital en faveur des bénéficiaires. On ne pourra pas attribuer de dividende en capital en faveur des bénéficiaires. Donc, quand on regarde la rédaction, parce que quand on l'envoie l'acte de fiducie aux entrepreneurs, les entrepreneurs, vous allez vous faire dire, ben regarde l'acte, dis-moi si tu as des commentaires. Mais généralement, les gens vont se limiter à dire, bon, regardez, ils vont le lire, ils vont mettre tous les efforts pour comprendre ce qui est écrit, mais pourquoi certaines clauses y sont, certaines clauses y sont pas? Des fois, on doit s'en remettre à nos professionnels et on peut présumer de la compétence de nos professionnels. Mais dans cette présomption-là, j'invite à tous les entrepreneurs qui mettent en place une fiducie familiale discrétionnaire à s'assurer qu'il y a une définition de revenus et de capital dans l'acte de fiducie. Parce que sans ça, pas d'attribution de capital, donc pas de multiplication de la déduction.
Mais au-delà de ça, ce que je comprends concrètement, c'est que si on oublie la définition de revenu dans la loi de l'impôt sur le revenu, puis que je me fie à la définition de revenu normal qui provient probablement du Code civil, si, par exemple, un dividende, est-ce que c'est un revenu au point de vue du Code civil? Oui, un dividende, oui, pas un dividende en capital. OK. Quels sont les revenus qui pourraient être problématiques? Un dividende en capital. Un dividende en capital, oui, mais ça, il n'y a pas vraiment d'impôt dessus. En fait, là, en vertu des lois législatives, un dividende en capital ne peut pas être attribué en faveur d'un bénéficiaire. Et si la loi, l'acte de fiducie ne prévoit pas la définition de dividende en capital comme étant un capital, à ce moment-là, il y a une présomption que le revenu est... En fait, que le dividende en capital, pour la fiducie, est un revenu non imposable. OK. Bref. Il faut vraiment valider la définition de revenu, si je comprends bien les actes de fiducie. Absolument. Parce que sinon, il va y avoir des enjeux fiscaux pour la gestion des revenus fiscaux, ultimement. Oui. Parce que je comprends. Donc, la rédaction elle est extrêmement importante pour la dévolution irrévocable, pour avoir des options à l'arrivée du 21 ans. Les bénéficiaires doivent avoir été nommés ou être déterminables. Donc, on ne pourrait pas dire et toute personne que je rencontrerai au cours de ma vie et que je voudrais donner 500 000 $. Donc, au moment de la création de la fiducie, il faut vraiment mettre une attention importante et particulière sur la rédaction pour être sûr que le véhicule qu'on est en train de mettre en place soit fonctionnel. Donc, là-dessus, l'intelligence artificielle ou les templates gratuits sur le web, c'est tout sauf une option. Pas demander à ChatGPT de rédiger mon acte? Non. C'est moins cher, je disais que c'était cher tantôt? Non. Ah. Non. OK. C'est noté. Mais sur ça, merci Marjorie pour ta contribution, ta connaissance très approfondie. J'espère que vous avez réussi à apprendre, que ça répond à la plupart de vos questions. On comprend que ça mérite probablement un deuxième épisode pour approfondir certains sujets. Donc, soyez à l'affût. On va essayer vraiment de vous concocter un épisode plus précis sur certains éléments pour pouvoir démystifier l'utilisation des fiducies. Merci à toi. Tes questions étaient très pertinentes et permettaient de bien orienter le sujet. Comme toujours, c'est un plaisir de collaborer avec toi. Merci, j'apprécie.